Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Au cœur des acteurs. On se retrouve tout de suite après le jingle pour vous présenter notre invité. Retour sur le plateau de la chaîne Soninké. Je suis accompagné avec l'honorable Madame Maria Madian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la diaspora ou députée suppléante? Députée suppléante. Bienvenue sur la chaîne Soninké. Merci beaucoup. Alors, l'habitude ici, quand on reçoit des personnalités comme vous, oui, on leur pose une question. Est-ce que vous êtes Soninké ou vous avez des liens avec des Soninké? Alors, j'ai des liens avec des Soninké, oui, parce que mes enfants, en fait, leur papa est Soninké et Diaranké, donc forcément, oui. D'accord. Mais vous pouvez dire 2 ou 3 petites phrases en Soninké. Oui, hein? Oui, je peux bien. Dites-nous, voilà. Là, il y a votre caméra de l'autre côté. Ramuro. Ah, ben voilà. Madame, vous venez d'obtenir les passeports Soninké. Vous êtes à présent l'un des nôtres. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Soninké. Vous êtes ici dans le cadre de vos activités, puisqu'on sait que vous êtes une militante très engagée, ici en France, mais également au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours pour revenir un peu sur ce que vous avez eu à faire ces 3 dernières années? Parce que si on repart les 10 dernières années, on est là jusqu'à demain. Oui, tout à fait. Donc, on va juste faire un résumé de ça. Donc moi je me présente, je suis Maria Madian. Donc je suis militante active donc, de PASTEF depuis 2017. Après avoir eu un parcours politique au niveau de la France où j'ai été aussi actrice avec la République En Marche. Donc pendant 1 an et puis ensuite j'ai enchaîné donc avec PASTEF 2017 d'où j'ai continué donc à pouvoir aider donc le parti PASTEF, les Patriotes, avec le président Ousmane Sonko donc qui est à la tête donc de ce parti-là. Et on a dû acheminer donc pendant ces années-là depuis 2017 jusqu'à la révolution qui est arrivée. La révolution carrément. Ah oui, ça a été une révolution. Absolument, ça a été une révolution. Ça a été un combat sans fin qui a duré quand même de 2021 à 2024. Donc on peut dire vraiment que c'était une révolution. D'accord. En tout cas, ça fait un plaisir de vous avoir ici. Mais pourquoi avoir choisi PASTEF? Puisque c'est confortable quand même d'être avec En Marche du président Macron. Il y a quand même tous les conforts. Pourquoi aller s'y mettre dans la boue alors qu'on a vraiment des tasses dorées? Alors moi perso, je suis apolitique. J'ai fait la politique parce que j'entendais donc à la télé souvent, ils disaient qu'il n'y avait pas de femmes politiciennes en fait au niveau de la France et les Africains ont du mal à s'engager. Pour moi, c'était un petit titi et je me suis dit peut-être pourquoi pas aller être un peu curieuse, aller voir éventuellement ce que ça veut dire la politique. Mais au-delà de ça, j'étais apolitique. Par contre, j'ai ma famille où il y avait un peu des politiciens. J'ai un oncle qui est général et mon grand-père qui était vraiment dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que j'ai rejoint donc En Marche en 2017 où j'ai cheminé. On a fait donc les présidentielles où pendant 1 an, on a fait donc ce combat-là sur le terrain avec En Marche jusqu'à accéder au pouvoir. Et ce qui m'a fait partir de là-bas, c'est le fait que on n'est pas considéré. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut être actrice et être au devant de la scène pour pouvoir combattre donc avec l'idéologie du parti. Mais quand on voit que l'idéologie du parti dépasse nos entendements, en ce moment-là, je me voyais plus être dedans. Et c'est de là que j'ai décidé de quitter définitivement et de pouvoir me mettre en retrait. Mais j'ai été nommée conseillère territoriale dans ma ville pendant 3 ans. Où j'ai dû amener et j'ai été aussi candidate pour être maire au niveau donc de ma ville, Ivry-sur-Seine. On vous connaît, on connaît votre militantisme, et notamment on vous a vu pour certains internautes qui vous ont vu, votre visage est facilement reconnaissable dans les rues de Paris. On vous a vu dans les manifestations, on n'a pas les images, peut-être on les mettra. On vous a vu vraiment engagé auprès de Ousmane Sonko. Oui, alors ce qui a ramené ce déclic-là, c'est le fait que là, il y a eu l'injustice que le président Ousmane Sonko a subi pendant cette période-là. Mais c'est un combat politique, on peut dire ça comme ça aussi. On va dire non, c'est pas un combat politique, c'est un combat humain.
Moi, je l'ai pris, c'était un combat humain où j'ai vu une personne qu'on a pu vraiment descendre au plus bas niveau pour juste, en fait, le mettre, enfin. C'était un monsieur qui avait des convictions, qui avait une idéologie. Tous les présidents tous les présidents font ça à leurs opposants. Hein. En France, on a vu aussi les cas de certains hommes politiques qui ont été accusés à tort pour être écartés. Donc, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie donc du monde politique. Et donc, voilà, pour moi, c'était une personne avant tout. C'était une personne qui avait des convictions, qui était en train... Parce que nous, Ousmane Sonko, on l'a connu quand il a sorti le livre Pétrole et Gaz, quand il est venu en France, présenter son livre Pétrole et Gaz. C'est à partir de là qu'on a commencé à suivre cette personnalité-là et pouvoir s'intéresser, parce qu'il y avait l'économie, il parlait beaucoup de l'économie donc du Sénégal, et nous faire comprendre aussi nos ressources qu'on détenait au niveau de l'Afrique. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à le suivre jusqu'à ce qui est arrivé, cette injustice-là, où j'ai pas pu me retenir. Et je me dis que c'était le moment donc de pouvoir encore beaucoup plus m'investir. Et j'avoue que j'étais devant de la scène depuis le début pour pouvoir combattre ça. Et on en est arrivé jusqu'à accéder donc aux élections. Il y a eu la révolution pendant cette période-là qui a été très 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 dure, de 2021 à 2024, où on a été sur les rues de Paris, on a été partout, mais partout où vous pouvez imaginer, pour défendre les convictions donc de ce parti-là avant tout, mais aussi de l'injustice que ce monsieur-là a subi. Mener une vie de femme politique, c'est pas facile. Hein? Mais comment c'est accueilli au sein de votre entourage, dans votre famille? Alors au début, toute ma famille en fait n'était pas d'accord que je puisse faire de la politique. Mais moi, comme je disais, c'était une expérience que je voulais avoir pour savoir ce qu'est la politique. Mais aussi pouvoir défendre ces femmes-là qu'on dise au niveau de la France qui ne peuvent pas aller dans l'enceinte par peur de représailles. Hein. Vous savez, avant tout, on est femme, mais aussi on est une femme de couleur. Et les femmes de couleur, forcément, quand ils sont dans des milieux politiques comme ça, ils sont souvent rabaissés ou voilà, il y a des entendements qui sont derrière et il fallait casser ça pour montrer que c'était possible de le faire avec les convictions qu'on avait. Et c'est de là où en fait est parti. Donc, mais ma famille n'était pas du tout d'accord dans ce principe-là. Après, il a fallu vraiment montrer ma détermination parce que j'avais des choses qui me ressemblaient et j'avais envie de montrer ce qui est en fait le vrai Sénégal. C'était un combat que j'avais mené derrière après avoir eu cette expérience que j'ai menée en marche et qui me dit que peut-être c'était temps en tant que femme africaine, en tant que femme du Sénégal, de pouvoir avoir la double nationalité parce que je suis aussi française, de pouvoir sortir les convictions en tant que femme et de pouvoir le vulgariser et peut-être donner le courage à certaines femmes de pouvoir aussi faire comme moi. D'accord, vous êtes donné, hein, vous avez eu des problèmes au sein de votre famille, donc vous avez été persécuté en quelque sorte. Absolument. Et vous étiez au devant de la scène, mais justement après, sur la liste, on vous retrouve comme suppléante. Ça vous fait quoi à ce moment-là? Alors, j'avoue que quand j'ai vu que j'étais suppléante, au début, j'étais agréablement surprise. Dans la mesure où... Vous vous attendez pas à être suppléante? Non, vous attendez à être titulaire? Du tout. Pourquoi je m'attendais à être titulaire dans la mesure où j'étais à Paris et j'ai mené ce combat-là avec les patriotes de la diaspora. Et n'oubliez pas que sur Paris, on est quand même plus de 79 000 électeurs. Donc, ces 79 000 électeurs méritaient d'avoir donc un titulaire au niveau de l'Île-de-France. Et malheureusement, tel n'était pas le cas. Donc, du coup, quand j'ai été suppléante... Mais il s'est passé quoi exactement? Pourquoi une militante comme vous, qui était au devant de la scène, a pu se retrouver, disons, sur les bancs de touche, quoi? Bon, après, je me dis que c'était peut-être une organisation du parti. Je ne pouvais pas intervenir en ce moment-là parce que je me disais le plus important, c'est de faire partir le parti. C'est-à-dire les convictions. Dans la mesure où les patriotes... Mais là, ils étaient déjà partis. Il n'y avait plus de Macky Sall à ce moment-là. Quand on dissout l'Assemblée nationale, Macky Sall n'était plus là. C'est vous qui avez déjà le pays. Tout à fait. Donc, vous contrôlez l'appareil. Mais comment se fait-il qu'une personne comme vous, qui a été au devant de la scène, puisse se retrouver comme suppléante? Alors que tout le monde ici en France, vous voyez vraiment comme notre représentante, en fait. Tout à fait. Après, c'est des choses qui peuvent y arriver quand on est une partie, parce que je me disais que même si je ne suis pas au devant de la scène... Je ne vais pas dire que c'est une injustice. C'est juste une organisation au sein du parti. Mais c'est vous qui avez fait cette organisation? Non. C'est plutôt au niveau des supérieurs, forcément. Qui avait fait... Alors ça, je pourrais vraiment pas le dire parce que quand nous, on a été sélectionnés... En fait, c'est pas un secret. Non, ça finira par se savoir un jour. Non, absolument pas. Non, j'étais pas là, en fait,
pour être tout le temps dans le devant de la scène. C'était une sélection. On était 130 candidats. Sur les 130 candidats, il y a eu les personnes qui ont été prises. On était 8. Et ces 8-là, il fallait aussi les ramener au niveau du parti pour pouvoir faire les sélections selon les critères. Donc peut-être que je ne faisais pas partie des critères qui fait que je ne pouvais pas être titulaire. Quels sont les critères qui avaient été déterminés à ce moment-là? Non, mais il y avait beaucoup de critères par rapport donc, au diplôme, par rapport à l'expérience, par rapport à beaucoup de choses. Et peut-être c'est sur ça où j'ai pu il n'y avait pas de critères concernant le militantisme en tout cas. Il y avait le militantisme, en faisait partie, c'était plusieurs critères, dont le militantisme, où j'ai obtenu donc, la moyenne certainement qui était énorme. Donc, maintenant, cela ne suffisait pas. Noté, hein, la coefficient du militantisme était moins mis en avant. Et ça, c'est d'ailleurs ce que la plupart des responsables des PASTEF, parfois, c'est plein de cette situation, même parfois les partisans, ils se disent les gens qui ont combattu, qui ont versé de leur sueur et de leur sang, et se retrouvent sur le banc de touche. Absolument. Pourquoi, en fait, les partis PASTEF privilégient plutôt cette question liée au diplôme, aux compétences qu'à l'engagement? Après, il y avait eu l'engagement, je ne peux pas dire le contraire, parce qu'il y a eu l'engagement. Mais c'est tout un ensemble de packages qu'il fallait avoir. Peut-être il y a quelques points où peut-être j'étais pas plus fort que d'autres, mais moi, ce qui était plus important que moi, c'était d'être là en tant que femme militante et qui incarne le don de soi pour la patrie. Alors, notre parti véhicule dans ça. Donc, pour moi, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, pour moi, c'est PASTEF qui gagne. On l'a vu, je donne l'exemple du président Ousmane Sonko. Quand le président Ousmane Sonko a eu des situations difficiles par rapport donc, au gouvernement qui était là, qui fait qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir, il a quand même donné quelqu'un d'autre au niveau du parti pour pouvoir cheminer, pour pouvoir continuer le projet. C'est à vous de décider. C'est vous quand même le responsable de ces partis-là ici en France. Ce n'est pas... Alors, je ne suis pas le responsable du parti. Vous êtes quand même dans la team qui alors, moi, je suis responsable de communication donc, du MOUJIP, donc des femmes de PASTEF. La communication, c'est vraiment le top. Mais il y a un coordinateur qui est là, et avec un bureau qui est là. Qui est le coordinateur des PASTEF en France? Est-ce que c'est le ministre Aliou Sall? Oui, alors c'est le ministre Aliou Sall donc, qui est toujours coordinateur de PASTEF France. Et pour l'instant, donc il y aura les élections qui vont arriver très bientôt pour pouvoir changer un nouveau coordinateur. Est-ce qu'il a le droit de se représenter? Ah ben s'il veut bien, il peut bien se représenter, mais comme ministre, n'étant pas en France, étant à Dakar, avec une responsabilité du ministre, est-ce que vous pensez qu'il peut se représenter ou il a le droit de se représenter? Je pense qu'il ne pourra pas se représenter dans la mesure actuellement. Il ne doit pas ou il ne pourra pas? Il ne pourra pas se présenter parce que c'est notre leader qui incarne donc ce changement-là, une rupture en disant que une personne ne peut pas cumuler deux postes en même temps. Donc en ce moment-là, le président, donc forcément le ministre Aliou Sall certainement ne pourra pas se représenter, mais il y aura d'autres personnes donc du parti qui seront là pour pouvoir continuer à diriger le parti. Mais il a été acteur dans ce combat-là. D'accord. Ça fait un an, presque jour pour jour, si on peut mettre les 2 ou 3 petites semaines qui viennent de s'écouler, que vous êtes arrivé au pouvoir. Oui. Et quel est votre bilan vous pouvez tirer aujourd'hui en disant bon, ok, vous êtes satisfaite de ce qui s'est fait ou il y a encore des choses à faire? Ah non, mais il faut savoir que le parti PASTEF a mis un programme. On a mis une vision qu'on a vendue aux Sénégalais qui est une vision Sénégal 2050. Cette vision Sénégal 2050... Mais les Sénégalais ne vont pas attendre jusqu'à 2050 pour avoir de l'eau, de l'électricité. Oui, mais quand on dit 2050, ça commence à partir de là où on a gagné ce combat-là, où on a accédé au pouvoir jusqu'en 2050. C'est-à-dire ce travail-là, c'est un travail d'ensemble qu'on a commencé 2024 et qui va suivre jusqu'à 2050. Même si nous, on n'est pas là, au moins, on aura mis en fait le Sénégal dans les rails. Et donc, on ne peut pas dire le contraire parce que là, avec tout ce qui se passe, le grand changement que vous voyez actuellement, qu'on est en train de mener avec le gouvernement donc, du président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre, vous voyez qu'il y a quand même du changement. Vous voyez aussi donc, un Sénégal... changement, mais il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il ne se passe rien. Hein. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a plus de construction de routes, plus d'autoroutes, on ne voit plus de nouveaux stades, il n'y a aucun changement. Alors, il y a des changements, on ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a appelé à une politique de rupture. Cette politique de rupture-là nous a permis de pouvoir mettre un palier. Le palier, c'est déjà
comment faire pour pouvoir diminuer donc, le bon vivre des Sénégalais. C'est-à-dire les denrées de première nécessité. Vous voyez qu'on est en train de les diminuer. Vous avez vu le riz, vous avez vu l'huile, vous avez vu le sucre. C'est quelques centimes qui sont diminués. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a quand même, il y a une diminution. On peut dire ça parce que quand même, n'oubliez pas que quand le gouvernement est arrivé ici, les caisses de l'État étaient vides. Oui, mais ça et vous voyez que le gouvernement fait tout déjà pour payer les salaires, mais vous voyez aussi également qu'ils sont en train de réactualiser tous les contrats qui ont été mis en place sur différents aspects, de pouvoir voir comment on peut repartir sur des bases. Et tout ça, ça risque. On est obligé de revoir tout ça. Après, il faut faire un bilan. Oui. Le bilan. Je ne vais pas me faire l'avocat de l'opposition, mais beaucoup de gens vous reprochent d'utiliser cet argument des caisses vides pour, en fait, ne pas faire dérouler votre programme. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On n'arrive pas dans un pouvoir où on n'a rien trouvé dans les caisses de l'État, mais aussi. Mais il y avait quelque chose. Hein, non, on ne peut pas dire qu'il y avait zéro franc CFA dans les caisses quand même. Moi, je dirais que les caisses de l'État étaient catastrophiques. On a vu comment les milliards qui ont été saccagés au niveau de l'État. Vous avez vu au niveau donc, du Covid-19, l'argent qui a été versé et qu'on n'a rien vu, le changement, et beaucoup d'autres aspects qui ont là. Donc, tout ça, en fait, avant de pouvoir mettre quelque chose, il fallait faire un bilan. On ne peut pas venir au pouvoir et tout de suite commencer à non. Il faut faire un bilan déjà, de voir ce qu'on a trouvé en place avant de pouvoir accéder. Et c'est ce que PASTEF a fait en posant donc un acte, mettre une vision en place et pouvoir commencer par ces étapes-là à pouvoir vendre le programme qu'on a mis pour les Sénégalais. Et le programme est en route. Hein. Ne voyez pas, le programme est en route. Vous avez vu qu'on a maintenant du pétrole et toutes les choses qui sont en train d'être mises en place pendant ces 1 an. Il y a quand même aussi des changements. Vous voyez qu'au niveau des contrats de pêche, vous voyez que ça n'a pas été renouvelé. Le gouvernement a décidé d'arrêter donc les contrats de pêche depuis le mois de décembre dernier. Et il y a d'autres choses qui ont été mis en place. Je vais vous les énumérer peut-être qui pourront pouvoir vous aider à pouvoir. Il y a eu aussi donc la transparence par rapport et de la lutte contre la corruption qu'on a mis en place. Le gouvernement donc a fait quand même plus de 60 audits pour pouvoir savoir où est l'argent des Sénégalais dans tous les secteurs clés. Hein. Donc sur les ressources minières, sur les infrastructures, sur la pêche comme je viens d'énumérer et d'autres. Vous avez vu également le développement économique et social où l'investissement dans l'agriculture a été mis en place. Quand même, il y a eu plus de 120 milliards de CFA qui a été alloué pour soutenir donc le monde rural, notamment donc les équipements pour l'agriculture, également donc pour les infrastructures. Il faut accéder aussi le fait que nous sommes rentrés dans un ère d'hydrocarbures et le Sénégal a amorcé quand même l'exploitation donc de ces ressources pétrolières et gazières. C'était déjà sous Macky Sall, hein, donc non, l'exploitation a commencé sous Macky Sall. Oui, mais est-ce que vous avez vu cette étape-là? On peut pas inscrire ça dans votre bilan. Ah si, ça fait partie de notre bilan parce que quand même c'est nous qui sommes partis donc à cette recherche-là et pouvoir mettre en place donc des nouvelles perspectives économiques pour ce pays. Parce que le Sénégal avait quand même du pétrole où on voyait pas. Peut-être il y avait des sous-contrats qui étaient mis en place et que nous personnellement nous ne savons pas. La signature de l'exploitation des hydrocarbures, c'est avec Macky Sall, donc ça. Oui, c'est avec Macky Sall, mais c'était pas. C'était pas finalisé. Macky Sall, c'est pas au crédit des PASTEF. Ah non, c'était au crédit de PASTEF parce que c'est PASTEF quand même qui a continué donc ce travail-là pour avoir un résultat. Oui, mais l'État c'est une continuité, mais quand on dit l'État était une continuité, mais s'il y a des défaillances dans ce sens-là, on ne peut pas dire que continuité, on ne peut pas venir continuité dans la mesure où il y avait déjà pas encore un bilan qui a été mis en place. Donc on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous venez d'énumérer, les hydrocarbures, tout ça, vous pensez qu'on peut éponger la dette du Sénégal juste en se basant sur ces recettes-là? Alors, se baser sur ces recettes-là, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui, dans la mesure où il faut revoir aussi les partenariats qu'on a un peu partout dans le monde. En fait, en gros, le plan Sénégal 2050, c'est à jeter dans l'eau. Hein. Ah non, on ne peut pas le jeter dans l'eau. Si on n'a pas les financements, comment on fait? Est-ce que vous avez lu la vision qu'on a mis en place, Sénégal Vision 2050? Je l'ai quelque part là. Il y avait Maodo Ba qui est passé ici, qui nous a détaillé les plans Sénégal 2050 quand il a été présenté. Tout à fait. Oui, mais quand il n'y a pas d'argent, on fait comment?
Mais on est obligé de regarder, comme je vous dis, même s'il y a l'argent, il y a quand même le gouvernement qui trouve. Ah, c'est vous qui avez dit qu'il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Vous avez dit qu'il y avait zéro. Il y avait rien dans les caisses de l'État. Comment on va construire les pôles techniques dont on nous parle? C'est pas au nord pour le phosphate, c'est pas au sud pour ça et ça et ça. Comment on construit? Comment on met les briques sans argent? Alors, les briques sans argent, il ne faut pas dire ça. On ne peut pas dire ça dans la mesure où, quand même, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement trouvera des moyens. Parce que le gouvernement actuel, par rapport aux ressources qu'il détient, et peut-être d'ailleurs, et aussi au niveau des audits qu'on a fait, l'argent qu'on a pu récupérer un peu partout, donc sur les choses qu'on a mis en place, par exemple, sur les 60 audits, ramène quand même des milliards d'euros. On ne peut pas dire le contraire. Ça ne va pas suffire, mais c'est tout un ensemble. Après, comme je vous dis, il faut revoir donc les contrats qu'on a mis en place un peu partout, essayer de voir comment on peut revoir des partenariats gagnant-gagnant et pouvoir éventuellement gagner de l'argent. Maintenant, un pays ne se développe pas forcément comme ça sans argent. Il y a des perspectives qui ont été mises en place avec les audits qui ont été mis en place, le gouvernement qui a mis en perspective sur la vision Sénégal 2050. Nous, on chemine et puis on voit comment ça va se passer. Vous pensez réellement récupérer ces quelques milliards, ces quelques millions détournés, entre guillemets, bon, parce que je n'accuse personne, hein, c'est dont les millions dont on dit détournés par... Oui, bon, est-ce que vous pensez qu'en récupérant cet argent-là, on peut réellement développer un pays? Non, on ne va pas développer des pays pour ça. N'oubliez pas que nous sommes en train de mettre en place un développement économique qui permettra à ces jeunes-là déjà de trouver un boulot, de pouvoir mettre en place de telle sorte que les choses économiquement parlant pourront parler aux Sénégalais, donc dans tous les domaines. Donc, toutes ces choses-là que l'État va mettre en place permettra de pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne suis pas économiste pour pouvoir détailler vraiment donc, comment ça a été organisé. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, je vois que l'État est en train de regarder tous les aspects positifs qui permettra de pouvoir non seulement avoir de l'argent, mais mettre le pays en développement. Et je pense qu'on est sur la bonne voie et je vois que l'État est en train de faire toutes ces choses-là pour le mettre en place. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État ne fait rien pour ça, mais je pense qu'avec toutes les choses que j'ai énumérées tout à l'heure, je pense qu'on est sur la bonne voie. D'accord. Merci beaucoup, Madame Dieng Mariama. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Et c'est un honneur pour nous hein, on a eu le député à son temps quand il était candidat, Abdou Sonko, qui était oui, tout à la fait. même place que vous, et qui nous a fait aussi l'honneur d'être là pour répondre à nos questions. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Pour la prochaine fois, peut-être on viendra pour parler d'autres sujets, pour rentrer un peu plus en détail. Absolument. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Madame, Messieurs, vous suivez la chaîne Soninké et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Au cœur des acteurs. Au revoir.